Quinzaine d'années, vous êtes impliqué dans l'émergence de nouvelles filières de recyclage. Actuellement, votre service R&D éco-conception, c'est 4 ingénieurs projets. Et au sein de l'éco-organisme Citeo, votre mission, au fond, c'est bien d'accompagner la création de ces filières pour tendre vers l'objectif de 100% d'emballage réemployable et recyclable. C'est bien ça? Et les emballages réemployables doivent aussi être recyclables. Et on va en parler un petit Exactement. peu. Et tous les emballages doivent être recyclables. On va le dire, on a la loi qui nous dit 2025 pour le PS, 2030 pour tous les autres matériaux. Mais en vrai, c'est dès que possible. Il va falloir atteindre 100% d'emballage recyclable dès que possible. Et puis, il faut voir tout ce qui a été dit ce matin. Il faut que l'emballage, il garde toutes ses autres fonctions. Donc, on va en reparler. Il faut choisir le matériau, mais il faut qu'il passe sur les lignes, il faut qu'il conserve le produit. Il ne faut pas qu'il fasse monter le prix des saucisses à 12 euros. Exactement. Donc il y a toutes ces Donc considérations. toutes ces considérations, on doit les prendre en compte et mettre notre brin d'éco-conception pour choisir le bon matériau qui a le moins d'impact pour la planète. Et parfois, on va voir, je rejoins complètement, il n'y aura pas du tout carton en 2041. Exactement. On aura des différents matériaux d'emballage pour avoir le meilleur impact environnemental. Il y a des certitudes par contre, c'est qu'il va falloir plus de réemploi et 100% des emballages qui vont être recyclables. Et donc là, il y a une vraie orientation claire du marché. Face à cet enjeu, Citeo, rappelons pour savoir d'où vous parlez, donc éco-organisme, une société privée, c'est bien ça? Exactement. Donc on ne collecte pas des taxes, on est une entreprise privée, une SA qui est à but non lucratif, agréée par l'État. Donc c'est Citeo, pour faire un tout petit peu d'histoire très rapidement, c'est l'idée de dire que les gens qui mettent des produits emballés sur le marché veulent rester responsables de ce qui se passe de leurs emballages en fin de vie. Donc pas laisser gérer par d'autres, on met des produits emballés sur le marché, on reste responsable de ça, on le finance. Et donc on n'est pas d'argent public chez Citeo, c'est de l'argent des entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché, qui financent la fin de vie des emballages, donc la collecte et le tri, parce que le recyclage c'est pas rentable en fait. On trie tous chez nous, mais c'est pas rentable. Donc le deal qu'on a trouvé avec les collectivités locales, et c'est un deal qui fonctionne avec elles depuis 30 ans, c'est que le 80% des coûts de collecte de tri pour que le recyclage puisse exister est supporté par les marques et 20% par vos taxes locales d'ordures ménagères. Et c'est un deal qui fonctionne et on travaille avec elles pour améliorer la collecte, pour sensibiliser tous les publics à trier. On a dit qu'il y a une génération un jeune public très engagé sur l'environnement. Juste que vous l'ayez en tête, c'est ceux qui trient le moins bien. Très fort engagement, trient le moins bien. On fait énormément de communication pour les inciter à trier. Donc on essaye de trier toujours plus et de choisir les bons matériaux derrière pour que ça soit recyclable. Et ça, c'est la responsabilité des industriels dans la salle, c'est de se dire, nous, on doit au moins mettre l'emballage recyclable sur le marché, parce que sinon, toute la chaîne derrière, elle ne marchera pas. Et pas que recyclable, éco-conçu, avec le moins d'impact. Alors pour situer le contexte, quelques effectivement éléments fondamentaux sur les fonctionnalités de l'emballage. Oui, non, mais alors c'est vraiment ce qui s'est dit, c'est que il faut penser de son emballage et son produit sur toutes les fonctionnalités dont on a besoin, la conservation, le passage machine, le prix, enfin tout ça doit être pris en compte et l'éco-conception, il faut vraiment l'intégrer là-dedans. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, je vais pas vous dire faites tout en barquette PP parce que ça se recycle bien ou en barquette carton, ça ne marchera pas. Il va falloir vraiment se poser les questions de comment je prends en compte cette éco-conception. Il y a la demande client, on a discuté là que les clients parfois n'a pas le temps et n'est pas sensible à ça, ou que le distributeur, son client distributeur n'est pas sensible à ça. Mais de toute façon, on y va. Enfin, les entreprises ont des responsabilités. On a eu un témoignage là juste avant, vraie responsabilité de dire je fais moins de plastique, j'investis, j'y vais. Et ça, moi je l'entends tous les jours de mes clients. Donc ça, c'est chouette, donc on y va. Donc là, c'est vraiment le mouvement. Et donc on se dit, il faut faire de l'éco-conception. Et donc ça passe en premier lieu par de la prévention. On va se le rappeler avant d'attaquer le sujet des quelles matières, quelles filières. On ne veut plus voir ces emballages avec des produits, des fruits de la passion coupés en deux. On peut manger des fruits de la passion entiers. Il n'y a pas besoin d'une barquette plastique au-dessus. Le buzz de l'été, c'était les merguez et les saucisses vendues une à une, cuites dans des barquettes plastiques pour pouvoir la mettre dans sa baguette à midi. On ne veut plus le voir. Et puis, il y a encore des grammes à aller gagner. Nous, quand on prend tout un rayon, on pèse les emballages pour voir à peu près les poids moyens de chaque emballage. Il y a des variations du simple au double parfois, encore maintenant. Donc on veut aller gratter des grammes d'emballage, encore parce qu'à la fin, ça fait des centaines, des milliers de tonnes.
Donc il y a les deux, il y a la suppression et il y a le gain de poids. Et puis pareil, avant de rentrer dans le sujet des matériaux, hop, il y a une image qui ne s'affiche pas, mais on va développer le réemploi, et ça c'est important aussi, et le vrac. Il y a déjà des solutions qui existent, là c'est des exemples sur l'épicerie, mais on accompagne, Citeo est en charge de faire naître des emballages standards. Donc ça c'est important, c'est de se dire, tout le monde ne pourra pas inventer sa bouteille, son bocal, sa barquette réemployable à son design, ça n'existera pas. Il y a des très gros qui vont le faire. Je ne sais pas si certains d'entre vous mangent chez McDo, ça y est, on a des emballages réemployables en salle qui sont de la forme des frites de McDo. On le reconnaît hyper bien. Mais voilà, un McDo peut se le permettre. On ne va pas tous avoir ça. Donc on va faire un pot, une bouteille, peut-être 1 litre et 500 ml, et que après les marques vont se partager, on se différenciera par le décor. Mais voilà, et donc ça, on va le faire émerger petit à petit parce qu'on en a besoin pour que le réemploi regagne plus de parts de marché. L'enjeu pour que le réemploi effectivement soit efficient, c'est évidemment qu'un produit conditionné en Bretagne, consommé à Paris et pourquoi pas effectivement récupéré à Marseille, puisse être réutilisé, re-rempli dans le sud de la France, d'où l'intérêt de cette standardisation des emballages. Ça n'a aucun sens de conditionner à Strasbourg, vendre à Bordeaux et que ça reparte vite jusqu'à Strasbourg pour être rempli. C'est vraiment une aberration économique et écologique. Alors effectivement du coup un dernier point sur le réemploi parce que c'est en train de se mettre en place, c'est émergent. Peut-être rappeler qu'il y a un objectif qui est peu connu dans la réglementation et qui est très ambitieux, sauf erreur 10% des emballages réemployables à horizon 2027. 5 puis 10, oui. 5 d'abord, 5%. Et donc c'est très ambitieux et il faut l'accompagner, il faut le tester. La marche est haute. Et la marche est haute en fait, on sent autant on va dire sur le verre, il y a plein de choses qui se sont passées dans d'autres pays, on peut s'en inspirer. Les bouteilles plastiques de boissons, il y a des choses qui existent dans d'autres pays, on peut s'en inspirer. Mais moi, par exemple, je travaille sur comment valider d'un point de vue mécanique, aspect sanitaire, le réemploi de barquettes en inox ou en plastique. Et comment on peut vous partager un protocole de test pour valider que cette barquette, elle peut faire 10 boucles. Et avoir toujours l'intégrité et mécanique et sanitaire de la barquette après 10 boucles. En fait, personne n'a jamais fait ça dans aucun pays. Et donc là, on est en train, voilà, parce que tout le monde ne fait pas de la bouteille ou du bocal en verre. Donc faut bien imaginer que le réemploi, c'est des nouvelles choses et on va aussi vite que possible pour que ça émerge. Un groupe de travail. Et puis on peut citer la start-up Bernie dans l'ouest de la France qui travaille par exemple sur des barquettes inox, donc des contenants inox, pour parler effectivement du réemploi au-delà des boissons, où là l'usage est un peu plus historique. Et c'est un très bon sujet pour revenir à cette question des matériaux. Quels matériaux choisir? La barquette Bernie en inox, elle n'a rien à faire dans un bac jaune, on va se le dire. Elle est consignée, elle est censée revenir chez Bernie. Si elle va dans le bac jaune, c'est un pollueur du recyclage. Et oui. Complètement dingue, parce qu'on est en train d'inventer le réemploi et on est déjà en train de polluer le recyclage si les barquettes ne reviennent pas. Donc on travaille avec Bernie pour s'assurer que les barquettes aient un super taux de retour, donc avec une consignation en prêt. Parce que le recyclage de l'inox, ça marche hyper bien. Vous avez des outils en inox dans vos usines, vous les recyclez assez facilement, ça vaut cher. Mais dans un centre de tri, ça ne marche pas, à date. Parce que c'est un métal, c'est un acier non magnétique. Donc je beau mettre des aimants dans les déchets, là, j'attrape rien du tout avec l'inox. Mais voilà, donc c'est un travail avec Bernie là-dessus. Mais pour continuer à filer le sujet avec Bernie, mais il y en a d'autres. Comment, par exemple, mettre un opercule une fois, puis 2 fois, puis 3 fois sur un support, il reste toujours un peu de quelque chose et comment on scelle X fois. C'est hyper intéressant, on est en train de défricher ça et eux ils avancent bien là-dessus, c'est intéressant. Voilà pour le réemploi, on revient au sujet de l'enjeu de la recyclabilité. Oui, et toujours sur ce choix des matériaux, se dire que la première chose qui va guider le choix des matériaux, alors ça a été dit, la fin des emballages plastiques à usage unique, c'est un objectif, il n'y a pas encore d'interdiction. L'interdiction des emballages non recyclables, c'est acté. L'Europe est en train de suivre. 2031, pas d'emballage non recyclable. Alors, on se pose toujours la question de quelle police ira chez qui en 2031 pour dire désolé, on vide le rayon de vos produits parce qu'ils ne sont pas recyclables. On va se poser cette question, mais c'est interdit. Et par contre, la fin des emballages plastiques, c'est un objectif. On va essayer de supprimer surtout le plastique partout où on n'en a pas besoin. Parce qu'en ACV, on voit bien qu'on se dit, sortir du plastique, est-ce que c'est toujours de l'éco-conception ? Ça, c'est un film papier autour d'un magazine. En fait, on se rend compte que les magazines, quand on les reçoit chez nous, il y a plein de gens qui les mettent à la poubelle directe de tri, sans l'ouvrir. Ça existe beaucoup. Et du coup, ce film plastique, il venait polluer, empêcher que le magazine soit recyclé derrière.
Bah là, c'est du bon sens. On va passer sur ça s'appelle Iblis, ça c'est une technologie où on a développé une sorte de papier calque avec des résistances mécaniques assez fortes pour le routage. Et hop, là, c'est du pur bon sens de passer en papier. Et puis après, un exemple sur les sacs, ça c'est une ACV de l'ADEME, sac plastique, symbole du plastique à usage unique, qui s'accroche dans les arbres, déchets abandonnés. Et ben, un meilleur impact que le sac papier. Oups. Donc là, on se dit, bah tiens, en ACV, il faut se poser des questions. Si on réutilise un sac coton, qu'on peut tous avoir à la maison, vous en avez sans doute, d'ailleurs on en a trop parfois maintenant, parce qu'on nous en a donné un peu trop, bah, il suffit de l'utiliser 40 fois pour que ce soit bien meilleur que l'usage unique. Faites du réemploi. Sac coton, hyper bien. En plus, vous ne le lavez pas, généralement, c'est hyper bien. Si vous avez un sac plastique réemployable, c'est 8 fois. Tiens, meilleur que le coton. Oh, boum, ça bouleverse toute ma philosophie sur le sujet. Et donc là, c'est vraiment ça, le choix des matériaux. L'ACV nous dicte, peut encore nous aider à faire les bons choix. Il ne faut pas l'oublier parce que voilà, on a des tendances à se dire tiens, coton c'est meilleur que plastique. Même sur le réemploi, on se pose ces questions-là pour guider au mieux le sujet. Alors petite astérix, et l'ADEME insiste là-dessus, mais j'insiste aussi là-dessus. Il n'y a pas d'indicateur déchets abandonnés ou biodiversité aujourd'hui dans les ACV, c'est un des points faibles de cet outil. Et du coup, on y travaille. On essaye de faire naître cet indicateur, mais c'est hyper compliqué de comparer un sac perdu dans un arbre avec par exemple la forêt vierge qu'on détruit en Guinée pour aller chercher de l'aluminium dans la terre ou des arbres plantés, des pins plantés pour faire du carton et donc là qui occupe beaucoup d'espace au sol. Donc voilà, c'est cette comparaison, cet indicateur là dont on va avoir besoin pour aller plus loin là-dedans et améliorer encore nos choix. Et puis là, pour finir, juste avant de parler de recyclabilité, je vais tout afficher, mais on travaille sur de plus en plus des matières recyclées, des matières biosourcées, végétales, ça a un peu cité. Et c'est pas que plastique. On travaille sur comment faire du carton qui revient en contact alimentaire du carton, comment on fait de l'alu, de l'emballage qui revient dans des canettes alu, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas en France, il faut l'avoir en tête. On n'arrive pas à boucler dans l'emballage, donc on essaye d'accompagner ça. Et bien sûr dans le plastique, il y a des sujets de comment on boucle, on a parlé avec le PS. Et puis dans les biosourcés, là on se lance dans des projets, moi je trouve ça dingue. Je fais de la R&D depuis longtemps, mais je trouve ça toujours dingue. On a des premières bouteilles faites à partir de CO2. On va capturer du CO2. Du CO2 capturé CO2 dans les l'air. usines. Boum, on le capture pour pas que ça fasse du réchauffement climatique. Bah, finalement, il y a du carbone, de l'oxygène dans du CO2. Bah, en faisant de la chimie, je peux refaire du PET ou du PE. Et alors là, capte des gaz à effet de serre et on en refait du plastique. C'est quand même assez dingue. Et là, en ACV, ça serait. Ça se mesure, c'est des startups, c'est le début. En tout cas, moi, peut-être qu'il faudra beaucoup d'énergie pour casser le CO2. D'ailleurs, il y a des technologies avec du monoxyde de carbone, donc c'est pareil. Mais c'est hyper intéressant d'imaginer, tiens, l'acierie, là, les tests qui ont été faits, c'est une acierie, au lieu de rejeter le CO2 dans le ciel ou le CO, on le récupère, on fait du plastique, et en fait, ça améliore le bilan de l'acier et du plastique. Ouais. Et pourquoi pas? Et donc là, nous, on veut continuer à tester ça, à creuser. Peut-être les ACV sont mauvaises en énergie, on verra bien. Mais on a envie de creuser ça parce que c'est quand même hyper prometteur comme idée. Et puis la recyclabilité, là, on y vient. Désolé, j'étais un peu long, mais ça fait partie du choix des matériaux, tout ce que j'ai expliqué, là, la réduction, l'ACV. Ça, c'est le gisement d'emballage. On consomme en France 5 millions de tonnes d'emballage par an. C'est des grosses quantités. Alors ça, c'est en poids, les fameux 50% de verre qu'Arnold Bérigo citait. Et ça, c'est que le ménager. Il y a 7 millions de tonnes en plus d'emballages industriels et commerciaux. Et donc là, c'est que le ménager. Et si je vous fais le même graphique, mais en nombre d'unités, Claire Pelletier parlait en nombre d'unités, en nombre de pots de yaourt, c'est le plastique qui est numéro 1, suivi du carton, et le verre plus petit. Forcément, c'est des poids. Effectivement, il y avait un effet de balancier là en défaveur du verre d'une certaine façon, et parce qu'on parlait poids. Parce qu'on parle en poids. Et donc en unité, c'est le plastique et le carton qui dominent très largement. Le plastique légèrement devant, mais pas très loin du carton. Et alors sur le plastique, parce que quelle est la situation justement? Et donc tous les matériaux, il y a un peu des gains de recyclabilité à aller chercher. Acier, verre, alu, il y a des gains de recyclabilité à aller chercher. Il y a un gros sujet dont on ne parle jamais, mais qui est hyper important que tout le monde l'ait en tête, c'est qu'en 2031, il n'y aura que des emballages recyclables, quel que soit le matériau. Ce n'est pas un truc plastico-plastique. C'est-à-dire que c'est la fin de la céramique, de la porcelaine, du verre, du bois, du tissu autour des foie gras et des pots de confiture. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais en fait, tous ces matériaux-là qui n'ont pas de filière de recyclage à date, ils vont être interdits.
Le bois, on essaye de le sauver parce que Oui. en analyse de cycle de vie, c'est quand même hyper bon. Un Même si on le industriel recycle des pas. plats cuisinés a lancé il y a quelques années toute une gamme effectivement en barquettes bois. On pourrait imaginer que c'est une filière qui pourrait avoir effectivement une valorisation, mais le volume n'est pas suffisant à l'heure actuelle. En fait, le volume est suffisant dans le déchet industriel parce qu'on a des marchés entiers avec des cagettes. Les palettes, ça se recycle très bien, mais l'emballage ménager, je ne vais pas adapter tous mes centres de tri pour aller chercher, il y a 3000 tonnes d'emballage en bois mis sur le marché. Ah oui. Et ça va coûter trop cher en fait. Et même les industriels du bois disent on ne peut pas supporter des tels coûts de fin de vie. D'accord. Et donc là, ça pose vraiment la question de ces matériaux-là. Mais il a quand même une bonne ACV, donc on en discute. Mais alors la porcelaine, la céramique, il faut se réinventer sur la crème brûlée que vous mangez à la maison en mettant dans le four. Il va falloir se poser la question de comment on fait. En tout cas sur l'usage unique. Le réemploi sera peut-être autre chose, mais en tout cas l'usage unique, fini. C'est ça. Alors, d'ores et déjà, on a vu quand même quelques emballages de ce type qui jouent la carte justement du réemploi. À un moment donné, il va quand même falloir aussi pouvoir vérifier que dans les usages, les emballages soient réellement réemployés. Parce qu'autrement, ça pourrait être, pardon, on ne cherche pas à avoir un esprit un peu de contournement, mais quand même, ça pourrait être la facilité de dire, bah, écoutez, moi, mon petit pot céramique, il est réemployable, et puis j'arrête là. Il faut fixer un taux de retour du consommateur qui le ramène assez élevé pour que ce soit crédible et pour que ça fonctionne. C'est pas Citeo qui va le faire, c'est les pouvoirs publics. Mais il va falloir... La loi californienne, par exemple, a dit il faut X retour, sinon ça compte pas, comme du réemploi. Donc on va sans doute s'inspirer ça, sinon... C'est sûr, moi je discute avec des entreprises qui ont des taux de retour de 30%. C'est pas du réemploi, non. On a trop de pertes. Même si c'est bien, c'est déjà 30% de sauvés, mais c'est trop de pertes pour appeler ça du réemploi. Et donc le plastique... Pourquoi on parle beaucoup de plastique? C'est parce qu'on n'a que 65% des emballages plastiques qui sont aujourd'hui recyclables. Il y en a 35 qu'il va falloir faire évoluer. Ou il va falloir construire des usines de recyclage qui n'existent pas encore. Donc typiquement, on a parlé du polystyrène. Le polystyrène, c'est un des emballages qui avait une filière de recyclage balbutiante, mais qui ne répondait pas à nos besoins pour le futur. Il faisait plutôt du pot de fleurs. Et donc là, on est vraiment en marche pour le faire basculer et que très vite, là, il bascule du côté des 65. Parce qu'on va avoir des usines qui permettent de faire du RPS qui revient dans les pots de yaourt, par exemple. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on est en train de mettre en place pour avoir le 100% là dès que possible. Et c'est vraiment ça, on voit, il y a des 100% de partout dans la loi, mais c'est vraiment ça, on veut tendre vers 100% dès que possible. Nous, le 2025, le 2030, on les a en tête, c'est la loi, mais ne nous intéresse pas, on veut faire plus vite, forcément. Et puis mais voilà, et donc on met tout en œuvre, et éco-conception, et tri, et recyclage, c'est les trois ensemble, sinon ça ne marche pas, pour atteindre ce 100%. Les trois sont importants et vont impacter le design des emballages. Et puis le dernier, on parle beaucoup d'emballage recyclable, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on se rend compte que ça n'a jamais été défini. C'est chouette, on veut 100% recyclable, mais personne ne l'a défini. Donc nous, on a fait une proposition Citeo l'année dernière et ça a été accepté par les pouvoirs publics. Donc maintenant, on a un décret depuis mai dernier qui dit pour la recyclabilité, tournez-vous vers Citeo, vers notre concurrent l'ECO, les deux éco-organismes, pour avoir la définition, et en France en tout cas, et puis pour pouvoir évaluer la recyclabilité. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Définition franco-française, sachant que ça avance aussi au niveau européen. C'est un vrai sujet, c'est que l'Allemagne a pris une définition, l'Espagne a pris une définition différente. La Commission européenne aimerait bien harmoniser, mais un peu du mal à se frotter aux États membres qui ont tous pris des lois type AGEC dans leurs pays respectifs. Il y a un vrai enjeu d'harmonisation. Nous, on est impliqués. Moi, je viens de prendre la présidence des normes qui travaillent sur le sujet pour essayer d'harmoniser. À l'échelle européenne ? À l'échelle européenne. Donc voilà, on essaye au niveau de Citeo de s'impliquer là-dedans, d'essayer d'harmoniser tout ce qui est harmonisable. Tout n'est pas possible. Je ne fais pas la même design de bouteille si elle est dans une machine de consigne pour recyclage ou si elle est mise dans le bac jaune. Malheureusement, il y a des petites différences. Ça va se refléter dans les guides. Je ne pourrais pas tout harmoniser. Mais par contre, on peut harmoniser plein de choses et donc il faut le faire. Donc voilà, donc on s'implique pour essayer de le faire. Et en attendant, on a une méthode française, au moins on a une seule définition, ça aide tout le monde quand même à s'y retrouver. Et en Allemagne, il y a 11 Citeo en compétition sur le marché et 11 définitions de la recyclabilité. Donc c'est un peu plus simple en France. Et donc cette définition, elle est très importante parce qu'en se retournant vers vous, ça veut dire qu'on va regarder la réalité de la recyclabilité, c'est-à-dire ce qui se passe dès le camion de collecte jusqu'au centre de recyclage, le centre de tri. C'est exactement ça, c'est qu'on va regarder, alors elle est écrite,
Je l'ai mis avant, mais on va vraiment regarder ce qui se passe dans le camion de collecte, ce qui se passe dans le centre de tri. Tout le monde l'a en tête, là, le noir de carbone qui empêche le tri des emballages. Il y a des collants noirs alternatifs qui permettent de le faire. Mais il n'y a pas que ça. Là, un de nos sujets qu'on a en ce moment, c'est que les formes, les cylindres un peu trop rigides, un peu trop ronds, ils ont tendance à rouler trop vite sur les tapis. On n'arrive pas à les souffler comme il faut. On a des petites souffleries là pour les trier. Et du coup, on travaille sur la rigidité de ces emballages un peu trop ronds et qui roulent trop vite. On l'a beaucoup dans des crèmes cosmétiques. Et donc voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on regarde sur le tri. Et puis après, sur le recyclage, il y a des recycleurs qui existent. On se base sur leurs travaux et on va en parler. Et surtout, notre idée, c'est de se dire, faut imaginer un recycleur, il passe des tonnes de déchets. Donc quand vous allez le voir et vous dites, mon emballage, il se recycle ou pas? Il n'en sait rien. Parce que lui, il passe des tonnes, c'est mélangé à plein d'autres choses, il ne sait pas si celui-là, il ne fonctionne pas. Donc on a créé un comité avec les recycleurs, mais avec les gens qui fabriquent les emballages, avec les marques, pour pouvoir avoir ce type de discussion, de tester dans le détail, tiens, l'emballage, il marche ou pas. Et c'est tout ce que vous retrouvez dans la méthode, si vous avez envie de lire 15 pages de méthode, elle est disponible. Et sinon, vous avez un outil qui s'appelle Tri, qui est pour tous nos clients, et pour tous les fabricants d'emballage, qui est gratuit, que vous utilisez, vous décrivez votre emballage et ça vous donne la réponse. Aussi simplement que ça. Et un autre outil, Vincent, peut-être que vous en parlerez plus tard, mais c'est Oyonnax, c'est-à-dire l'investissement dans une ligne test pour justement vérifier cette recyclabilité avec un simulateur, on va dire, de centre de tri. Un simulateur de recycleur. De recyclage, ouais. En fait, ça nous embête, pour savoir si un emballage est recyclable ou pas, ça nous embête de mobiliser des recycleurs à chaque fois. Ils ont tous des usines différentes. Donc il faut aller chez l'un, chez l'autre, tester des tonnes de produits pour avoir une réponse de ça marche pas. Donc ce qu'on a fait, ça existait déjà dans le PET, ça n'existait pas sur les souples en PE et sur les rigides PE-PP, certains plastiques. Et on s'est dit, on va construire un mini recycleur. On a acheté les machines que les recycleurs ont dans leur usine. On est allé voir les équipementiers et on leur a dit, vous me faites la même mais sur 50 kg au lieu de me faire une tonne-heure. Et donc on a fait des petites machines qui font du 50 kg, mais toutes les mêmes qu'il y a chez les recycleurs. Et voilà. Et donc on peut reproduire ce qui se passe chez un recycleur sur cette ligne à Oyonnax avec notre partenaire IPC. Et d'ailleurs, elle est en libre accès. Nous, on fait des tests dessus. Ça coûte un peu cher, hein, je préviens. On fait les tests dessus pour vous défricher la connaissance et vous donner toutes les infos qu'on peut. Mais derrière, n'importe quel industriel peut s'en saisir pour aller tester une innovation, se poser ces questions. On a la même chose sur le carton, au centre technique du papier. Et donc voilà, et donc on essaye d'offrir ça, de se dire comment je reproduis à petite échelle. Et le tri, pour l'instant, ça existe aux Pays-Bas, un faux centre de tri en petit pour essayer de tester. On en rêve, ça coûte cher. On est en train de voir si on arriverait à le faire émerger en France aussi. Alors Vincent, revenons à votre présentation d'emballage recyclable. Quelles étapes à valider? Il faut que dès le design, on ait pensé à son recyclage. Je reprends encore l'exemple du pot de yaourt qui a été cité avant. La banderole papier, elle va forcément avoir un impact. On cherche à recycler du PS. Donc on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux que je reste en papier? Est-ce que je peux passer en PS? Ah bah zut, ça alourdit, etc. Et donc ça, il faut se poser la question dès le design. Après, pour être recyclable, il faut qu'il y ait une collecte. Alors, on est à 60% un peu plus de Français qui peuvent trier tous leurs emballages dans le bac jaune. Ça va être 100% de plus en plus vite. Là, il y a une accélération. La loi dit fin d'année. On sait qu'on n'y sera pas. Mais du coup, il y a une accélération dès l'année prochaine. C'est le nouvel agrément de Citeo avec les pouvoirs publics qui fait qu'il y a une vraie accélération. Pour faire simple, on diminue les soutiens aux collectivités qui ne basculent pas, qui n'ont pas basculé à temps, pour accélérer et on les aide à investir dans un centre de tri. Parce que le but, c'est pas que de sanctionner, sinon ça ne marchera pas. Donc on va mettre de l'argent pour que les centres de tri se modernisent plus vite. Donc là, on va très vite pour atteindre le 100%. Donc ça, c'est réglé. Mais cette étape est importante si, par exemple, vous imaginez des collectes parallèles. Les bouchons en liège dans des bouteilles de vin collectées chez des cavistes. Il faut pouvoir, pour rentrer dans la définition, il va falloir pouvoir couvrir le territoire français. C'est pas tout de le faire dans un coin de la France pour être qualifié de recyclable. Ensuite, il faut que ça puisse passer le centre de tri. On n'a pas mis de critères de taille en France. On a très souvent la question, oui, mais mon emballage, il est tout petit, je le perds en centre de tri, j'ai fait un test, le centre de tri me l'a dit ça. On n'a pas mis de critères de taille en France parce qu'on pense que ça va s'améliorer et que c'est un peu idiot de dire ad vitam aeternam, on arrête purement et simplement des petits emballages type tiens, je condamne le rouge à lèvres parce qu'il est pas recyclable.
On n'imagine pas quand même, on ne va pas faire des rouges à lèvres d'1 kilo, donc ça n'a pas de sens. Donc on essaye de se dire plutôt, faisons des rouges à lèvres complètement conçus pour le recyclage. Et désolé pour le rouge à lèvres, il y a d'autres exemples. Mais faisons des emballages complètement conçus pour le recyclage. Et nous, on va faire les progrès d'aller chercher de plus en plus des petits. Et puis après, il faut qu'il y ait le type de recyclage, qu'elle produise du recyclé et que ce recyclé puisse avoir de la valeur, puisse être acheté par des gens, que ça soit remis dans des produits avec de la valeur ajoutée. Et voilà, et on boucle et on arrive, pas forcément dans l'emballage d'ailleurs. Je suis toujours, je sais pas, on a toujours l'idée là que la matière doit revenir de l'emballage, doit revenir dans l'emballage. Mais il y a des gens sur les bouteilles PET colorées là qui nous font des fibres de 3 détex. 3 détex, c'est une mesure, c'est 3 grammes au 10 km. C'est-à-dire que le monde entier nous l'envie, cette technologie d'arriver à faire des fils qui font 3 grammes au 10 km. C'est hyper technique, ça a beaucoup de valeur. Si on peut refaire de la bouteille, c'est chouette, parce que ça profite au monde de l'emballage. C'est quand même, ça joue dans le sens de la responsabilité de mes clients qui mettent des produits emballés, qui aimeraient bien récupérer la matière recyclée. Donc ça, je l'encourage. Mais je suis quand même admiratif. On n'est pas en train de faire des bancs publics hyper épais avec du plastique, du métal mélangé et et d'aller mettre ça dans une autre filière qui n'est pas la nôtre. Alors les filières. Les filières, sans surprise, verre, acier, alu, bouteille PET, carton, brique, ça fonctionne. Bouteille PET, tout le monde l'a en tête. Bouteille PET claire, colorée, la petite nouvelle, opaque, les fameuses bouteilles blanches, recyclables. On fait des bouteilles grises, on les trouve en rayon. Alors sur le PET opaque, ça a posé souci. Ça a été quoi la solution? C'est sur la charge minérale. Il y a peut-être un taux maximum qui a été fixé de façon à ce que ça ne vienne pas perturber la chaîne de recyclage. Une solution court terme et une solution long terme. Solution court terme, moi j'ai accompagné les projets là-dessus chez Citeo. Solution court terme, on a divisé par 2 la charge minérale dans les bouteilles. C'est le dioxyde de titane, c'est ça? C'est le dioxyde de titane et c'est le meilleur minéral pour faire cette opacité à la lumière. Sinon, dans le lait, on détruit. Alors, comme ça, vous pourrez en discuter ce soir à table. Si vous l'exposez du lait à la lumière, vous détruisez la riboflavine, la vitamine B2. Et donc, ça prend un goût de lumière, comme on dit, et c'est plus très bon. Donc, il faut protéger le lait de la lumière. Donc, on met de l'opacifiant. Soit on met, pour avoir cette barrière à la lumière, soit il faut mettre un plein de craie, de CaCO3 pour les chimistes, soit vous mettez un petit peu de dioxyde de titane. D'accord. Donc c'est le meilleur minéral à mettre. Boum, on regarde, mais on en mettait un peu trop. Donc on a regardé la barrière lumière qu'il fallait pour baisser. D'accord. Et à côté de ça, les recycleurs ont appris à le gérer beaucoup mieux. Donc ça, c'était le court terme. Long terme, on sort toutes les bouteilles en centre de tri à part. Bouteilles blanches à part, elles sont plus mélangées aux autres bouteilles et donc là on a des recycleurs dédiés qui émergent et qui refondent la bouteille. D'accord. Et là on est à ce stade là. Aujourd'hui on est en train de construire ce recyclage de demain. On recycle depuis quelques années maintenant les barquettes en PET sans opercule, les barquettes qui se clipsent, pas celles avec opercule encore, les rigides en PE, rigides en PP et les souples en PE. Et puis là il y a trois petits nouveaux qui arrivent. On faisait déjà un peu de R&D, de tests, de recyclage, mais ça y est, là, ça arrive. On a fait un appel à projet à partir de mars. Là, la loi a changé en France. On a toutes les tonnes qui vont être la propriété de Citeo à partir de l'année prochaine sur ces matières-là. Donc, c'est les barquettes PET, qu'elles soient operculées ou non, les PS et les souples, dont les souples PP. Pourquoi on nous confie toutes les tonnes? Pourquoi l'État nous confie toutes les tonnes? Donc, ça veut dire qu'il y avait des gens qui les avaient avant. Donc, c'est pareil, c'est un changement qu'il faut accompagner, mais on va avoir toutes les tonnes et ces tonnes-là, elles servent à créer des filières. On massifie. On va les vendre pendant 9 ans aux mêmes entreprises, aux mêmes usines. On va dire, voilà, contrat sur 9 ans, mais le deal, c'est que maintenant qu'on a un contrat long terme sur des tonnes, où on s'engage sur des tonnes, vous pouvez aller voir votre banquier ou vos investisseurs et créer l'usine. On vous garantit ça. Donc ça a fait un peu figé, là, 9 ans, on se dit, il ne faut pas se planter. Donc c'est pour ça que c'est d'ici la fin de l'année, on réfléchit beaucoup pour la sélection. Mais voilà, on va s'engager avec peu d'acteurs, qui va prendre toutes nos tonnes pour que ça puisse émerger. Et donc là, ça va peut-être pas être l'année prochaine, il faut construire des usines. Mais ça veut dire que ça arrive petit à petit, ces usines de barquettes PET, PS et film PP. Et nous, la condition, quand on l'a dit, Muriel l'a cité, c'est qu'on leur met la barre pour que ce soit avant 2025, la construction. Donc un changement majeur, vraiment, effectivement, avec du coup sur cet appel d'offres une sélection de recycleurs qui est
qui va être faite ou qui est bientôt ou qui est en cours? D'ici la fin de l'année, parce que ça démarre au 1er janvier. D'ici la fin de l'année, d'accord. Et du coup, pour faire ça, il va falloir surtrier le PS, il va falloir surtrier les films, enfin, ou les surtrier en tout cas les barquettes PET. Et du coup, Citeo investit dans 3 centres de surtri de plastique pour pouvoir le permettre, pour pouvoir sortir ces tonnes-là et aller alimenter ces futures usines de recyclage. Et donc le planning est clair. J'imagine qu'une fois la sélection des recycleurs faite, il y aura des usines qui seront programmées si elles manquent. Bah, du coup, on les sélectionne, on dit, selon le planning qui nous a été annoncé et qu'on a sélectionné, l'usine verra le jour le 6 juin 2024 à 22h. Et comme ça, c'est vraiment le but, quoi. C'est vraiment donner de la visibilité. Moi, derrière, en éco-conception, juste que vous l'ayez tous en tête, ça veut dire que dès que je connais l'usine, dès que je connais son process, je vais pouvoir aussi bosser beaucoup plus fort sur les recos de design des emballages, de recyclabilité. Si le recycleur utilise telle machine, je me dis, ben tiens, je peux vous conseiller tel ou tel opercule. Et donc ça, c'est la vague qui va arriver juste derrière. On ne pourra pas dire sans doute recyclable sur des films PP l'année prochaine, parce qu'il faudra que l'usine se construise. Mais en tout cas, on pourra dire, tiens, dans 2 ans, je pourrais le dire. Voilà, sur ces 3 filières, voilà, les évolutions sont de très bon augure et quelque part, ça peut rassurer les professionnels quant au choix de ces matériaux. Exactement, et le choix des matériaux, et puis rassurer tout le monde. On a une direction claire, on y va. C'est français, encore une fois. Hein. Oui. Tous les pays ne font pas les mêmes choix que nous. Mais en tout cas, nous, on a décidé d'y aller et comme ça, de structurer le marché, de donner de la visibilité. Et ça veut dire, en négatif, qu'il y a des choses qu'on ne va pas recycler. En tout cas, pas tout de suite. Donc quand même, il faut se le dire. Alors, il y en a sur lesquels ça avance bien, on discute. On a parlé du bois. Qui pourrait avoir une dérogation. Peut-être une dérogation, peut-être une voie, on va voir. En incinération peut-être, tout simplement, parce que je crois savoir que... il faut que ce soit recyclable en 2031, oui. Si on suit la loi AGEC. Parce que l'ACV de l'incinération du bois n'est pas si mauvaise en fait. Parce qu'on relâche on a stocké du carbone quand le bois pousse et on le relâche. Donc la Suède, par exemple, qui est un gros producteur de bois, dit tout doit être recyclable sauf le bois. D'accord. Dans la loi. Est-ce qu'on va finir là-dessus? J'en sais rien. Est-ce que ça va être interdit? J'en sais rien. Voilà, il y a une question autour du bois, mais en tout cas, le sujet est pris. Les barquettes, pots et barquettes en PET colorés. Oui. Incertitude à date. Pour l'instant, on a beaucoup de projets qui se concentrent sur le clair. PET clair. Donc une barquette colorée, une barquette de viande hachée, par exemple, blanche, avec un opercule. Incertitude à date. Et là, la couleur est perturbatrice aussi. C'est un peu le même sujet que pour les bouteilles. Bah, en fait, on a les gens qui utilisent du PET dans la salle et ils veulent du RPET clair. Oui. Voire même pour le colorer eux-mêmes, mais ils veulent qu'il soit clair à la base. D'accord. Donc si je commence à mélanger du vert, du bleu, du jaune, on a un petit problème. J'ai une petite barquette grise qui est moins vendeuse. Il y a des solutions, hein. Il y a des gens qui se positionnent pour recycler les barquettes colorées. Donc peut-être on va les sauver. Donc c'est pour ça, c'est à l'étude, ça peut aller assez vite. En tout cas, on lâche pas ce sujet-là parce qu'il y a quand même 15 000 tonnes. Significatif. Il y a 12 à 15 000 tonnes d'emballage sur le marché français. Très significatif. Sacs fruits et légumes, c'est chouette. On nous demande de les faire en papier ou en plastique compostable. Mais il y a une loi qui est sortie en mars qui nous dit interdit de les composter. Donc on ne sait plus trop bien. Il y a une loi qui nous dit que c'est obligé de les faire en compostable et une loi qui nous dit interdit de les composter. Donc on se pose la question. Pourquoi interdit de les composter? C'est lié au matériau? Parce qu'on ne veut pas avoir d'emballage dans un flux de compost. On veut que du déchet alimentaire. Pour alors, éviter du coup, on trouve on a une dérogation. Enfin, on a une dérogation parce que ça permet de transporter ces déchets pour les composter sans salir sa poubelle à chaque fois. Mais c'est quand même pas hyper confort. Il faudrait que ce soit reconnu vraiment comme la solution sur ce secteur-là, parce que là, c'est utile en fait. C'est ça, qu'il soit en papier ou en plastique, mais là, il y a une utilité qui soit compostable. Mais je comprends. L'esprit de la loi, c'est de considérer qu'en mettant des sacs compostables, on induit en erreur le consommateur qui va mettre des sacs qui ne le sont pas et donc perturber le flux du compostage. Et du coup, c'est ça, mais on voit bien que c'est un endroit, un cas particulier où le compostable peut avoir du sens. Bon, on en a d'autres. Hein, on cite souvent c'est pas de l'emballage, mais les sachets de thé, les dosettes de café, ça peut avoir du sens parce qu'il y a plein de produits organiques à l'intérieur. Et donc, faut penser à ces petites dérogations sans en faire une règle générale. Et puis après, par contre, ça veut dire des souples en PET, oups, pas de filière. Souples en PS, les intercalaires dans le jambon, oups. Ah oui. Les emballages qui sont en ABS, là, dans la cosmétique, les boîtiers de fond de teint. Le PLA, donc on entend parler, PLA va fêter ses 100 ans. On parle souvent, comme on dit, le nouveau matériau, le PLA, ça va fêter ses 100 ans. C'est la fin du PLA, là, clairement. Enfin, c'est la fin du PLA. Moi, vous vous retrouvez sur YouTube, on a fait une conférence avec Total Corbion, qui est investi dans le PLA en France, en ce moment.
Et Total dit, moi si je me lance vraiment, si je construis l'usine de production de PLA en France, avec énergie nucléaire, sucre de betterave, on peut imaginer des choses hyper positives pour l'économie française et pour le bilan environnemental du PLA dans le futur. Il dit, je ne me lancerai pas sans créer l'usine de recyclage en même temps. Je suis conscient qu'il y a 2030. Et donc cette case-là, pour l'instant, elle est rouge parce qu'on est au tout début. Mais si Total, Corbion, nous dit, go, on finance le tri, et les clients de Citeo me suivent pour dire, tiens, on va le financer, on y va, et que ça a vraiment un intérêt environnemental, pourquoi pas? En tout cas, nous, quand on construit les centres de tri, là je vous ai parlé, on va construire des centres de tri plastique, on prévoit de la place en plus. On se dit que demain, il peut y avoir un matériau qu'on n'a pas inventé encore, qui arrive, et qui aura du sens. Et donc une situation qui n'est pas figée sur ces recalés, entre guillemets, c'est à date. C'est à date, mais je le mets en rouge. Pourquoi? Parce que je n'ai pas connaissance de travaux suffisamment engagés, industriels, même pilotes, pour que ce soit sauvé. Donc il y a urgence si on veut sauver des matériaux. Ah oui. C'est 2030, le temps file. Et ABS, par exemple, dans la cosmétique, c'est 2025. C'est avec le PS. Donc c'est encore plus court. C'est hyper rapide là. Alors céramique grès, on en a parlé tout à l'heure, et polymère naturel non plastique, qu'est-ce que vous voulez dire? On a pas mal de gens, je pense, dans la salle, en tout cas sur le CEFIA, qui sont dans le monde des fruits et légumes. Oui, donc le plastique est interdit. Le plastique est interdit, et la loi, c'est une directive européenne, nous dit qu'il y a des cellophanes qui ne sont pas du plastique. Donc forcément, on est tenté de sortir on sort du plastique pour aller vers le carton, quand on peut, mais quand on a besoin d'un scellant, quand on a besoin d'une barrière, souvent on va le complexer avec du cellophane aujourd'hui. Parce que c'est pas un plastique. Si j'ai un emballage tout cellophane, c'est interdit en 2030. Alors même que tout le monde est en train de basculer actuellement. Il y a des filets en cellophane. On voit apparaître des filets en cellophane pour les pommes de terre. Ça, interdit en 2030. D'accord. Donc c'est une solution court terme, mais c'est pas une solution long terme à cause des questions de recyclabilité. Et juste voilà, donc là déjà c'est hyper important de vous dire, tiens, je suis dans les cases vertes ou je suis dans les cases grises, noires et blanches là que je vous ai mis, qui sont les filières qui arrivent, ou est-ce que zut, je suis dans la case rouge. Ça c'est la première étape absolue pour savoir si ça va rentrer ou pas, quel que soit le matériau. On n'est pas que là, il y a beaucoup de plastique à l'écran, mais vous voyez, il y a de la céramique, du grès. Et puis ensuite, une fois que je suis dans la bonne case, je me pose la question du détail. Et donc là, on a des comités techniques en France, le COTREP, le CEREC, le petit nouveau Alutrec, qui a un site internet maintenant, très fier de ça, sur l'ALU. Et on va se dire, tiens, est-ce que tous les PE sont recyclables? La question de tout à l'heure, tiens, est-ce que le nylon est recyclable? Et on voit que c'est technique comme question. C'est le nylon 6,6, ça marche pas, mais le 6,6,6, ça pourrait marcher. Et c'est des questions hyper techniques, mais là, on est dans le niveau de détail. Et donc ça, c'est des tableaux. Donc en France, il y a vert, orange, rouge. Il y a 2 colonnes vertes, mais bon, c'est vert, orange, rouge. Vert et orange, ça se recycle. Rouge, ça marche pas. Donc soit vous allez sur le site du COTREP, du CEREC, d'Alutrec, vous avez toutes les infos. Soit tout ça, c'est déjà implémenté dans notre outil, la tri dont j'ai parlé. Donc là, vous n'avez plus à réfléchir, tout calcule automatiquement. À l'écran, c'est juste une capture d'écran sur les films en PE avec le corps du film et la barrière. Donc il y a plein d'autres choses, il y a l'étiquette, tiens, on a parlé des fontaines à yaourt, il y a le robinet qui n'est pas là. Mais là, c'est juste un exemple, une capture d'écran pour vous montrer juste à quoi ça peut ressembler. Et donc on voit par exemple qu'on peut utiliser n'importe quel PE. Nous, on a souvent la question, tiens, il y a les PE orientés qui arrivent sur le marché, ça se recycle pas? Aucun sujet, ça se recycle. Sur les barrières, on nous parle, EVOH. Donc, tous les jours, toutes les semaines, on a, est-ce que j'ai le droit de mettre 6% de VOH dans mon emballage? Oui, il n'y a pas de limite à 5. C'est un faux débat, cette limite à 5, en tout cas en France. Il y a d'autres pays qui l'ont plafonné, on ne comprend toujours pas pourquoi, mais en France, il n'y a pas d'enjeu. Et voilà, et puis après, quand il y a des endroits où on ne trouve pas de solution recyclable, ou quand on voit qu'on peut faire mieux, faire basculer quelqu'un qui était orange vers le vert, on l'aide. Donc on fait des appels à projets pour accompagner. Là, ça c'est un exemple où on a développé, il n'est pas encore sur le marché, des pots où on a remplacé la banderole papier par une banderole PS, comme ça, et l'opercule, qui est ce qu'on appelle un mix PAP aujourd'hui, donc c'est un PET alu papier, par un tout PS. Et donc on essaye d'industrialiser avec des industriels, vraiment à grande échelle. Donc là c'est avec Ventena, Ceda, Pamcor et Tribala. Et Tribala, maintenant Olga. Olga, pardon.
Et on essaye de tester ça, mais après le but c'est que ça puisse être testé par n'importe qui. Alors là on a testé sur des pots compacts et je pense que la prochaine, avec les deux gros équipementiers du secteur, la prochaine grande étape ça va être testé sur des pots expansés. Parce que c'est vrai que la banderole PS alourdit le poids, donc expansé plus banderole ça pourrait peut-être être un truc sympa pour le recyclage. Et l'opercule, ce serait vraiment sympa pour tous les pots, l'opercule PS. Mais voilà, donc après on a les appels à projets pour avancer. Là on en a en cours sur la cosmétique. Et les deux qui arrivent, que tout le monde les ait en tête, enfin les trois qui arrivent, que tout le monde les ait en tête, c'est les manchons sur les bouteilles plastiques. Ça pose problème au recyclage. On va travailler dessus, là on va faire un appel à projet. Les opercules sur les pots et barquettes PET, nouvel appel à projet. Et le troisième, c'est les opercules alu sur les bouteilles de lait et les pots en PP. Donc, tout ça, c'est des endroits où on va bosser dessus avec vous, avec les volontaires, pour trouver des choses qui sont mieux pour le recyclage. Donc voilà, quand on a quelque chose en orange ou malheureusement en rouge et qu'il n'y a pas de solution, on essaye via des appels à projets de l'aider. Et voilà. Merci Vincent pour cette présentation, on peut l'applaudir. Beaucoup d'informations très systématiques et très précises qui vous sont utiles dans vos choix de matériaux. Alors c'est le moment des questions. N'hésitez pas à prolonger effectivement cette intervention avec les questions qui vous préoccupent. On a un micro qui circule dans la salle. Est-ce qu'il y a une question pour Vincent? Oui, de Claire Pelletier, Yéofré, qui est intervenue tout à l'heure. Bon, pour commencer les questions et inciter aux autres, est-ce que tu peux nous remettre la slide avec les cases vertes et noires et blanches? D'accord. Donc là, autre rigide PET sans opercule et autre rigide PET avec opercule. En fait, c'est autre rigide PET clair, sans opercule et avec opercule? On est aujourd'hui, je ne sais pas répondre. Enfin, aujourd'hui, on recycle les autres rigides PET sans opercule avec les bouteilles. Donc pour l'instant, on arrive à sauver une partie des barquettes colorées et les barquettes claires aussi. Demain, l'idée, c'est de les sortir, leur donner un flux barquette. Décorréler le monde du RPET bouteille du RPET barquette. C'est ça vraiment, et pot, hein, c'est barquette, j'ai un abus de langage, mais c'est tout ce qui est rigide qui n'est pas une bouteille. On essaye de décorréler les deux. Et quand on fait ça, on se voit que l'équation économique, la demande, elle marche bien sur le clair. Sur le coloré, plus compliqué. Il y a des acteurs qui n'en veulent pas du tout, il y a moins de tonnes, il y a beaucoup de gens qui sortent du coloré pour aller vers le clair, c'est quand même une grosse tendance du marché aussi. Et donc du coup, on se pose la question, est-ce qu'on arrive à créer cette filière PET colorée? On essaye, hein, et on se dit, enfin là, j'ai aucune idée, hein, vous n'aurez pas de scoop sur quel recycleur de barquettes PET on sélectionne d'ici la fin de l'année. Mais si on sélectionne un recycleur chimique qui prend toutes nos tonnes, peut-être qu'on mettra les clairs et les colorés et c'est plié. Si on prend un autre type de recyclage qui veut que des barquettes claires, ce sera plus dur. Je n'aurai pas encore la solution à court terme. Et donc ça va beaucoup jouer par rapport à la sélection du recycleur. Et on prendra les décisions derrière, de se dire, si on n'a que du clair qui se recycle, comment on accompagne nos clients pour aller vers le clair? Merci pour cette précision. Une question là-bas, monsieur. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, merci pour la présentation. Cyril Thivin, laboratoire Sevré, on fabrique des compléments alimentaires. Pour une de nos marques, on a fait le choix de partir sur du plastique d'origine végétale, qui du coup n'est pas recyclable, mais qui, d'après le fabricant de l'emballage, est compostable avec la EN 13432, si je ne me trompe pas. J'ai vu dans votre presse que le PLA, qui semble être le même matériau, n'est pas recyclable, mais du coup, c'est quoi la finalité avec ces matériaux qui sont soi-disant compostables en composteur industriel? Du coup, ils seront interdits en 2031. Donc ça ne sert à rien de... C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Okay. Sauf si la filière, je l'ai expliqué le cas du PLA, sauf s'il y a quelqu'un qui vient investir dans le recyclage, en plus du compostage. Parce que la France ne va pas généraliser le compostage industriel des déchets. Et si même la France changeait d'avis, le faisait, ils ne le feront pas pour l'emballage. Alors juste une grandeur d'idée, l'emballage compostable en France, c'est 20 000 tonnes, largement dominé par le sac, fruits et légumes. Le déchet compostable, nos déchets de cuisine, ce qu'on gaspille dans nos cuisines parce qu'on ne finit pas notre assiette ou parce que le produit périme, c'est 8 millions de tonnes. On pèse rien du tout là-dedans, et donc ils ne vont pas construire des usines de compostage pour l'emballage. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et donc ils ont des process trop courts, pas assez efficaces pour gérer du compostable.
Donc non, on sauvera des emballages compostables. Ce qui m'intéresse dans ce que vous dites dans le compostable, c'est que souvent il est biosourcé aussi. Et ça peut être intéressant d'un point de vue environnemental. Et on le sauvera s'il est recyclable et compostable. Ça, on pourra peut-être les sauver. Ce qui n'est pas le cas de notre fournisseur actuel. Pas pour le moment. Et ça, on n'a pas de filière aujourd'hui de PLA, de plastique base amidon, je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez, de c'est PBS. C'est à base de bagasse de canne à sucre. Alors, c'est du carton ou c'est Non, c'est du plastique végétal. Alors, il y a des PET, des PE aujourd'hui qui existent, qui sont disponibles à biosourcer. On n'utilise pas de pétrole, on utilise de la bagasse de canne à sucre. Donc ça, oui, on le recycle, aucun souci. Si par contre c'est une autre formulation, un PLA, ça non, ça ne marche pas. Merci de votre réponse. Et pour bien comprendre, Vincent, quand on dit compostable, on parle de compostable en conditions industrielles, mais quid du home compost, de l'emballage qui serait compostable à la maison? Alors déjà, compostable, que tout le monde l'ait en tête. Compostable, ça veut dire que sous l'effet de micro-organismes, ça devient du CO2 et de l'eau. Ça ne devient pas du compost, un emballage, que ce soit un papier carton ou un plastique. Ça devient du CO2 et de l'eau. Il y a très très peu de carbone qui revient au sol. On n'est pas comme du déchet agroalimentaire, enfin nos restes de cuisine qui, elles, vont alimenter le sol. C'est ça, c'est pour ça qu'on se pose ces questions, qu'on ne privilégie pas le compostage par rapport au recyclage. Le home compost, c'est pareil. Aujourd'hui, on a un décret en France qui a été publié en mars qui dit « Vous n'avez pas le droit de mettre d'emballage dans le home compost, sauf les sacs pour amener vos déchets de cuisine jusqu'à votre compost, qu'ils soient en papier ou en plastique. » C'est la seule exception. Le droit européen est en train de se poser la question d'interdire également les emballages compostables, sauf sacs, sauf quelques cas particuliers, le sachet de thé. Enfin, tout le monde se pose cette question-là. Il n'y a que l'Italie qui prend le virage complètement inverse, qui dit qu'il faut plein de compostables et construire du coup des usines de compostage complètement pensées pour prendre de l'emballage. Donc, on a un pays en Europe qui a une stratégie complètement différente et tout le reste de l'Europe fait l'inverse. Donc nous on fait, enfin c'est pas Citeo qui décide de ça, nous on suit le mouvement, on se regarde si ça a du sens environnementalement, le compostage, et puis on fait que le constat. Et que ce soit l'État ou que ce soit les gens qui construisent les usines de compostage, on pèse rien du tout dans la négociation pour qu'ils s'adaptent à l'emballage. C'est pas D'accord, c'est clair, effectivement, merci de cette précision, parce que justement je mettais en vis-à-vis, sauf erreur, l'obligation pour les collectivités d'organiser des collectes pour le compostage à horizon 2025, si je ne dis pas de bêtises, et du coup je voyais éventuellement une opportunité pour les emballages compostables, mais vous avez répondu. L'obligation, c'est pas de la collecte. C'est pas la collecte. L'obligation, c'est du recyclage des déchets organiques, et donc du coup, ça peut passer par donner un composteur aux ménages pour qu'ils mettent au fond de leur jardin un composteur. Et alors là, le PLA ne marchera pas, quoi. Et donc la question est réglée pour... Ouais, c'est clair. Et peut-être qu'un jour, on aura un emballage recyclable et qui, si quelqu'un le jette dans la nature, il va se biodégrader dans un temps record. Ce serait le Graal, j'en rêve. L'emballage miracle. Inventez-le-moi et je serais ravi de bosser dessus pour l'industrialiser. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe pas. Compostage, ça veut bien dire, il faut imaginer, dans la mer, quand ça finit dans la mer, il n'y a pas beaucoup de micro-organismes et encore moins de champignons pour dégrader un plastique. Exactement. Ou un carton. Exactement, effectivement. Merci Vincent pour cette réponse. D'autres questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres... Oui, si. Deux questions d'un coup. D'abord monsieur et après vous. Bonjour, Clément Fourmeau, Silester. J'ai pas participé à toute la conférence, donc peut-être que vous avez abordé ce sujet-là, mais quid des structures papier polymère? Aujourd'hui, la barre est à 51% pour que ça aille dans la filière papier. Est-ce que, j'ai participé à une conférence où vous disiez l'année dernière qu'il n'y aurait pas d'évolution, mais on continue à entendre un bruit de fond qui dit ça va changer, ça va changer, ça va changer. D'autres pays ont des niveaux plus élevés. D'autres pays ont des niveaux plus élevés. Donc, est-ce qu'en France, on garde ce statut à 51% ou est-ce qu'il faut se préparer à que la barre monte? À date, la date, c'est toujours la même situation. La barre ne va pas monter, on reste à 51%. C'est une convention pour dire que c'est un emballage papier et qu'il faut l'analyser en termes de recyclabilité comme un emballage papier. Après, si vous allez sur Tri, l'outil que j'ai cité, on va recycler que la partie papier de l'emballage. Donc forcément, la note sera moins bonne si vous perdez 49% de plastique et que vous sauvez 51% de carton que si vous faites un 100% carton. Donc nous, la philosophie, c'est vraiment l'ACV décide. Et puis si vous choisissez si c'est l'emballage hybride complexe, peu importe comment on l'appelle, carton plastique, qui est la meilleure solution, il faut tendre vers 100% de carton. Sachant Vincent que dans d'autres pays, alors je ne sais plus si c'est Belgique ou Allemagne, je crois qu'on a des niveaux très élevés, c'est 80-90%.
En fait, on est le dernier pays en Europe qui mélangeons les cartons, les plastiques, les métaux dans la poubelle de tri. C'est une habitude française, on a construit les centres de tri comme ça, mais tous les autres pays ont une poubelle de carton. Et ben, quand on a une poubelle que de carton qui part directement chez un papetier, ça passe pas par le tri, ben, on n'aime pas trop avoir du plastique dedans. Donc ils sont obligés de mettre la barre très très haut. Nous, on peut se permettre de mettre la barre un peu plus bas parce qu'on a cette étape de tri qui va affiner. Mais bon, encore une fois, c'est pas parce que ça peut être recyclable à 51% qu'il faut s'arrêter là. Ça n'a pas de sens. Il faut tendre vers le 100% pour que ça ait vraiment du sens d'un point de vue économie circulaire. Une question suivante pour monsieur. Merci de vous présenter. Bonjour, c'est Samuel de la société Crustacé, chef de projet. Alors, excusez-moi, si vous pouvez juste vous déplacer, désolé, c'est parce que ça fait un Larsen avec le haut-parleur. Tout à fait désolé. Si vous voulez vous mettre plus au centre, venez vers nous. Si vous voulez, juste devant. Oui, donc ma question c'était surtout là où on était par rapport aux travaux sur le PSE. Sur le PSE ? Oui, PSE, ouais. Du coup. Alors quel type de PSE ? Le calage, on utilise les boîtes polies. La barquette XPS, voilà. C'est ça ? On utilise des boîtes polies pour les produits de la mer. Et on avait entendu dire qu'en 2025, on serait obligé peut-être de passer à autre chose. Est-ce que c'est avéré ? Merci pour votre question. Donc on est sur les barquettes XPS qui ont une densité de 0,6. Donc c'est les barquettes expansées que vous trouvez sur les produits de la mer ou sur le poulet principalement. C'est des barquettes, aujourd'hui, on a tenté le coup là, dans l'appel d'offres recyclage de les mettre dans les balles. On l'a mis, vous mettez au centre de tri, on leur dit vous me les mettez dans les balles et on va envoyer vers des recycleurs qui les prennent. Puis après on a fait l'appel d'offres et il y a des recycleurs qui nous ont dit bah moi je ne saurais pas les gérer. Il y en a d'autres qui nous ont dit je saurais les gérer. Donc on s'est dit bon ok, on va voir. On va essayer de voir, ça va se jouer dans notre sélection. Puis après on s'est dit on va quand même les tester en centre de tri, ces barquettes. Et en fait, on se rend compte qu'on les perd. On arrive à en capter à peu près 5% de ce qui rentre dans un centre de tri. Barquette XPS. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Améliorer tous les centres de tri, les 150 centres de tri d'ici 2025, ça va pas être possible, clairement. Donc du coup, on se dit là-dessus, on est plutôt parti pour en sortir. Là, ce qu'on commence à dire, là, c'est que finalement, le tri n'est pas efficace sur le XPS, sur ces matières expansées. C'est pas du tout la même conclusion sur les pots de yaourt qui peuvent être expansés aussi. C'est vraiment parce que là on est sur une densité très faible qui est à 0,6, parfois un peu en dessous même, on a du 0,4 sur le marché. Et du coup les machines de tri n'arrivent pas à comprendre que c'est une barquette, ils comprennent que c'est un film, c'est hyper léger pour elles. Et donc on les perd. Et donc là on voit pas bien comment on va pouvoir les sauver. Donc aujourd'hui on commence à passer le message, on a essayé, on a fait ce qu'on a pu, mais qu'il faut vraiment envisager de passer sur du PP ou du PET ou du carton. Sur ce type de produit. Et d'ailleurs après je montrais le détail avec le COTREP, là, les règles vert, orange, rouge. Si on a un buvard, il ne faudra pas faire la même barquette que si on n'en a pas, et on est déjà dans ces questions là. Mais oui, il faut s'attendre à devoir en sortir. Bon, le message est passé. Merci pour cette réponse claire. Une dernière question, madame, avant de conclure la matinée. Merci de vous présenter. Bonjour, merci. Pauline Boel, Société La Patelière dans l'agroalimentaire. J'ai une question par rapport à l'infotri sur le marquage et à la deadline que nous avons en mars 2023 pour ce marquage. Est-ce qu'on entend parler peut-être d'une dérogation et savoir si on a du stock, quid du stock, de la valorisation du stock et sachant qu'on va on amorce déjà avec nos fournisseurs le changement et le marquage sur les packs. Mais on risque d'avoir à un moment donné un bouchon avec cette date de mars 2023. Et en fait, mars 2023, c'est déjà l'exonération pour écouler les stocks. Parce que ça a fini depuis une semaine. Oui, c'est terminé, mais au niveau de... Et du coup, on a jusqu'en mars pour écouler les stocks. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas entendu parler de dérogation au niveau du ministère. D'accord. Ça viendra peut-être, mais en tout cas, nous, chez Citeo, on n'a pas de dérogation. On n'est pas au courant d'une date de dérogation à nouveau. D'accord, donc pour le moment, on reste sur mars 2023. C'est ça. Et si jamais il nous reste des stocks, c'est destruction des stocks. Ça faudra. C'est pas moi qui vais trancher, c'est les pouvoirs publics. Et oui, à mon avis, il faudra se poser avec eux et se dire qu'est-ce qu'on fait de ces stocks. C'est un peu dommage de gaspiller tout ça. C'est ça. Mais en tout cas, Citeo, là, nous, on fait que vous transmettre les infos qui viennent des pouvoirs publics sur les dates. D'accord. Merci.
Merci Vincent pour toutes ces réponses. On peut l'applaudir pour son intervention et ses réponses très précises. On suit avec attention l'actualité, le résultat de l'appel d'offres sur les PET operculés, le PS et puis les PP souples, le PS rigide. Il est temps de conclure. Merci pour votre attention. Je vous rappelle que la conférence, comme toutes les conférences, sera visible en replay sur mysafia.com. Je vous dis à très bientôt sur le salon ou sur l'espace conférence. Merci.